Salut! Aujourd'hui on va voir comment filmer en qualité cinéma avec votre réflexe. Alors pour ça il faut plusieurs choses. Déjà il vous faut évidemment un réflexe avec des objectifs, ça c'est une chose. Et à l'intérieur de votre réflexe il faut que vous ayez des fonctions pour pouvoir régler la vitesse d'obturation en mode vidéo. Donc si vous faites un petit peu de photos, vous savez que la vitesse d'obturation c'est le temps pendant lequel l'obturateur reste ouvert pendant la prise de vue et avant qu'il se referme. Sur la plupart des photos, on est dans les... c'est en une portion de seconde, donc un 200e de seconde, un 500e de seconde, un millième de seconde, quelque chose comme ça. Et quand on est en vidéo, quand on veut recréer l'effet cinéma, ça a toute son importance parce qu'en réalité, au cinéma, on a l'habitude de voir des mouvements qui sont filmés en 24 images par seconde. Et si vous avez 24 images par seconde, si vous faites un calcul, vous ne pouvez pas faire des pauses d'une seconde à chaque fois, parce que pour faire 24 pauses d'une seconde, il faudrait 24 secondes. Et donc quand on fait le calcul, 24 ou 25 images par seconde, on pourrait avoir théoriquement des pauses d'un 40e de seconde, parce qu'un 40e de seconde, ça nous permet de faire exactement 25 images par seconde. Sauf que c'est sans compter sur le temps que prend votre appareil pour traiter chaque image. Donc en réalité, au cinéma, et ça va être le cas pour vous sur votre réflexe si vous voulez faire des effets cinéma, il faut doubler en gros le framerate, donc le nombre d'images par seconde, vous le doublez et ça vous donne votre mesure d'exposition, le temps d'exposition. Donc si vous êtes à 25 images par seconde, il faut essayer de vous mettre à 1/50e de seconde. Si vous êtes à 30 images par seconde, il faut essayer de vous mettre à 1/60e de seconde. C'est une règle générale qu'on utilise. Donc en gros, il faut que vous ayez un appareil qui vous permet de vous mettre à 1/50e ou 1/60e de seconde. Donc ça c'est une première chose. Sur celui-là par exemple, le EOS 1100D, c'est pas possible. Dans les réglages de vidéo, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, il faut installer un petit logiciel, un petit soft type Magic Lantern. Je vous mettrai un lien dans la vidéo juste en dessous vers une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne photo sur comment installer Magic Lantern sur cet appareil-là. Et Magic Lantern vous permet du coup de prendre le contrôle de votre appareil, notamment pour la vidéo, et de donc régler exactement le temps de pause que vous voulez, l'ISO que vous voulez en vidéo, etc. Autrement, c'est tout automatique malheureusement. Sur les appareils plus haut de gamme, vous avez accès à ces réglages de toute façon. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça implique que si vous êtes à 1/50e ou 1/60e de seconde et que cette donnée-là est fixe, vous pouvez vous retrouver avec des images totalement surexposées. Pourquoi? Parce que les ISO ne vont pas descendre en dessous de 100. Et si vous faites un petit peu de photos, vous savez que 1/50e de seconde, c'est un temps de pause finalement assez long quand vous prenez des photos en plein jour. Et donc si vous êtes en extérieur, qu'il fait beau, vous verrez que 1/50e de seconde à ISO 100, vous allez encore avoir beaucoup de lumière. Alors vous pouvez toujours fermer votre diaphragme, mais le problème quand on ferme le diaphragme, c'est que ça va jouer sur la profondeur de champ. Donc si vous fermez à F22 par exemple, la profondeur de champ va être quasiment infinie. Et quand on filme, en général, l'effet cinéma est caractérisé par le fait qu'on a des faibles profondeurs de champ très souvent. Quand vous regardez dans les séries ou dans les interviews, par exemple, on va voir le visage de la personne est net et tout l'arrière-plan est flou pour qu'on puisse se focaliser sur le sujet. Et très souvent, dans tout ce qui est cinéma, c'est le cas, on a un sujet qui est net et le reste qui est flou. Pour faire ça, il faut une grande ouverture. Une grande ouverture, ça veut dire beaucoup de lumière qui rentre. Donc vous avez une grande ouverture et plein de lumière qui rentre, vous avez des ISO au plus bas, mais un temps de pause trop long, ce qui fait qu'il y a trop de lumière qui rentre. Alors, quel est donc l'accessoire indispensable de toutes les personnes qui veulent filmer avec leur réflexe et faire un effet cinéma? C'est le filtre ND variable. Alors celui-ci, il est en 50 mm. Comment ça marche? On le tourne. En fait, il y a deux bagues ici, et on tourne une bague par rapport à l'autre. Et si je la tourne, vous allez voir que ça devient de plus en plus sombre. Voilà, et donc en fait, ce que ça fait, ce genre de filtre, c'est que théoriquement, ça bloque de plus en plus de lumière, mais vous pouvez régler exactement la quantité de lumière qui est bloquée. Et ça ne va pas influencer sur les couleurs, sur les contrastes, etc. Théoriquement, les meilleurs filtres influencent très peu, les moins bons filtres ont des influences, ça va changer un petit peu la tonalité, ça va changer un petit peu le piqué, tout ce genre de choses. Donc vous voyez là, si je le tourne encore, on arrive à quelque chose de totalement noir quasiment. Et voilà, on peut retourner dans l'autre sens après pour le rendre de plus en plus transparent. Donc ça c'est un indispensable, et quand vous filmez en format cinéma, vous devez systématiquement avoir ça sur votre appareil. Quelque chose qui va avec les filtres ND variables, ça va être des bagues d'adaptation. Si vous avez plusieurs objectifs, par exemple ici on a le 18-55 kit,
et on a le 50 mm 1.8. Celui-ci il a un filetage de 58 mm, donc on peut venir visser notre filtre ND dessus sans problème. Celui-là je ne l'utilise pas énormément pour la vidéo parce que il a une ouverture maximale pas très grande, enfin finalement il peut ouvrir à 3.5 à 18 mm et 5.6 à 50 mm, au 4.5 pardon. Celui-là peut ouvrir à 1.8 à 50 mm, ce qui fait qu'on a une profondeur de champ très très faible et on peut avoir ce beau flou d'arrière-plan qu'on aime bien dans les vidéos. Et le problème c'est qu'ici le filetage il fait 52 mm, donc si j'essaie de le visser, ben, je ne peux pas. Alors ce qu'il faut faire c'est que vous avez des petites bagues d'adaptation, celle-là elle va de 52 à 55 et celle-là de 55 à 58, on les visse ensemble. On vient de visser notre filtre sur les bagues d'adaptation et ensuite on vient visser ça sur notre objectif. Et le tour est joué. Donc ça marche avec n'importe quel type d'objectif, du moment que le filetage objectif est plus petit que la taille de votre filtre. J'ai un objectif qui fait 77 mm de diamètre. Évidemment, je ne peux pas mettre ce filtre là dessus. Et ce sera un de mes prochains achats en vidéo. Ce sera un filtre ND variable de bonne qualité en 77 mm. Et ce sera celui que je réutiliserai ensuite sur tous les autres objectifs. Donc voilà, ça c'est très très important parce que ça vous permet de régler la luminosité sur votre capteur, parce qu'en fait vous avez les paramètres sont tous fixés en fait, c'est-à-dire que l'ISO vous allez le mettre au minimum évidemment, sauf s'il fait sombre vous pouvez le monter un petit peu. Le temps d'exposition, je vous ai dit, c'est fixé parce qu'on veut un look cinéma, et la profondeur de champ et donc l'ouverture vont être fixés par l'effet que vous voulez avoir sur la profondeur de champ. Alors contrairement à la photo où généralement on peut utiliser un des paramètres pour contrebalancer les autres. En photo par exemple on va régler notre profondeur de champ et ensuite l'appareil va automatiquement choisir la bonne vitesse d'obturation. En vidéo on ne peut pas. Donc c'est un gros souci. Donc ça c'est une chose. Deuxième chose qui est assez triviale mais qui pourtant manque à beaucoup de gens qui font de la vidéo, c'est un bon micro. Alors voilà, ici j'ai un petit micro, c'est le Zoom H2N avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. C'est un micro qui est bien pour capter des sons d'ambiance ou pour capter des discussions ou des choses en stéréo. C'est moins bien pour distinguer des sons séparément ou pour des interviews ou des choses comme ça. Mais des interviews d'une personne. Mais c'est un bon début, et ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il fait enregistreur en même temps. Donc il me permet par exemple de mettre un micro-cravate et de m'enregistrer automatiquement dessus, sans avoir à passer par l'appareil photo. Et comme en plus mon appareil photo n'a pas d'entrée micro, de toute façon j'étais un peu obligé de partir sur un modèle comme ça. L'autre modèle qui est pas mal, c'est les micros, je crois que ça s'appelle micro Canon en français, qui eux sont très directionnels, donc ils vont pas vous aider à capturer une ambiance en stéréo. Par contre, si vous le pointez dans une direction, il va quasiment capter que le son dans la direction qui est là, en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour. Donc c'est très pratique pour distinguer différents sons, enfin voilà. Pour la prise de son ou de dialogue un petit peu éloigné, c'est très bien. C'est ce que j'utilise justement sur la plupart des films. Quand vous voyez le type avec sa perche là, par derrière l'épaule, et le bout de la perche avec le micro qui pend au-dessus des acteurs, bah, c'est ce genre de micro directionnel qu'ils utilisent. Donc ça c'est une deuxième chose, le son c'est vraiment très important parce que en vidéo on a deux choses, on a l'image et on a le son, et généralement la plupart des gens sont prêts à sacrifier un petit peu la qualité d'image, mais par contre le son, un mauvais son c'est regardable, une vidéo avec un mauvais son c'est vraiment horrible. Donc voilà, moi jusqu'à présent la plupart de mes vidéos étaient sans son, donc je mettais juste de la musique dessus, et là j'aimerais bien commencer à pouvoir mettre des sons, donc un micro c'est important pour ça. Et la dernière chose qui est très importante, c'est le profil colorimétrique. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête? Je vais vous montrer un petit peu sur l'appareil. Si vous faites un petit peu de photo, vous savez qu'on peut faire en photo, on peut utiliser du RAW. Donc le RAW, alors là, c'est rien que je tiens ça pendant que je vous explique. Le RAW c'est un format brut de photo qui vous permet ensuite, à la retouche, pas de tricher, mais de récupérer des données dans votre photo. C'est-à-dire que le RAW va capturer toutes les données de votre prise de vue, et ensuite dans le logiciel vous pourrez dire par exemple les ombres sont trop sombres, donc je vais augmenter la luminosité dans mes ombres et je vais diminuer mes hautes lumières par exemple. Donc on va récupérer un petit peu des choses, et en fait c'est pour recréer ce que l'œil humain est capable de faire. Par exemple moi si je regarde là-bas, il y a une fenêtre, il fait très beau dehors, et à l'intérieur de la maison il n'y a pas beaucoup de lumière. Mes yeux sont capables à la fois d'exposer correctement l'intérieur de la maison et d'exposer correctement ce qu'il y a dehors.
Une caméra n'est pas capable de faire ça. Quand vous prenez votre caméra, elle va ou exposer à l'intérieur, et dehors ce sera quasiment tout blanc tellement c'est surexposé, ou exposer à l'intérieur, et ce sera sombre exposé à l'extérieur, ce sera sombre à l'intérieur. Donc le RAW a cet avantage-là de pouvoir ensuite dire ok, on va recréer ce que l'œil est capable de voir, j'expose correctement pour l'extérieur, et je vais déboucher les ombres dans mon logiciel pour qu'à l'intérieur on voit aussi bien. Et le souci, c'est que le RAW existe pour la photo depuis très longtemps et ça marche très bien. Pour la vidéo, il existe depuis très très peu de temps, c'est accessible que sur les appareils très haut de gamme, type Blackmagic Camera, ou bien par Magic Lantern sur le 5D Mark III, enfin ce genre d'appareil haut de gamme, et vraiment avec beaucoup de contraintes. Donc jusqu'à présent, et encore pendant sûrement un petit moment, il faudra s'adapter et filmer sans filmer en RAW. Donc la solution, c'est les profils de couleurs. Alors les profils de couleurs, c'est la façon dont l'appareil photo va traiter le signal qu'il reçoit. Donc vous allez dans vos menus. Alors là, je suis en menu, dans le menu vidéo, et donc en bas de la troisième colonne, on a style d'image. Donc c'est exactement ça. Donc si on va dans le style d'image, vous voyez, on a, vous connaissez sûrement, standard, portrait, paysage, neutre, fidèle, monochrome. Et après, on a utilisateur 1, 2, 3, donc c'est des réglages personnalisés. Vous pouvez vous-même les personnaliser. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Vous pouvez vous-même les personnaliser en appuyant sur cette touche-là. Et là, vous pouvez régler la netteté, le contraste, la saturation et la teinte de couleur. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'avoir le moins de... Comment dire ? De faire en sorte que l'appareil traite le moins de choses possible à l'intérieur de l'appareil. Comme ça vous laisse un maximum de possibilités dans votre logiciel. Donc on va baisser la netteté à fond. On en rajoutera dans le logiciel, ce sera mieux fait que quand c'est fait directement dans l'appareil. On va baisser le contraste à fond. Parce que le contraste, ça va accentuer les sombres, ça va accentuer les hautes lumières. Donc on va le baisser totalement. On va baisser la saturation. Parce que la saturation, ça va vous cramer, enfin vous saturer très fortement certaines couleurs. Et quand vous les désaturez, ça fait un look pas naturel. Il vaut mieux avoir des couleurs désaturées et les resaturer ensuite dans le logiciel. Et la teinte, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher parce que là, au contraire, on veut quelque chose qui soit correct, quoi. Et donc, il y a, vous pouvez faire ça vous-même là-dedans, ou vous pouvez utiliser des profils qui existent. Et il y a un profil très connu des vidéastes amateurs sur les réflexes, et même des vidéastes professionnels, c'est le profil CineStyle. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment installer CineStyle sur votre réflexe. Et quand vous filmez avec CineStyle, je vais vous montrer là maintenant un petit exemple qui a été filmé avec CineStyle. Vous voyez que tout est totalement délavé, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de netteté, ça semble horrible. Par contre, quand on est en post-production, on peut faire un tas de trucs avec ça et ça dégrade très peu la qualité de l'image. Alors que si vous aviez filmé en qualité avec les traitements à l'intérieur de l'appareil photo, vous vous seriez retrouvé avec quelque chose qui est difficilement utilisable par la suite. Donc voilà, ça c'est les petits conseils pour pouvoir filmer en qualité cinéma. Donc je répète, adaptez la vitesse d'obturation à votre nombre d'images par seconde. Donc typiquement 25 images par seconde, vous mettez en 1/50e. Du coup, il vous faut un filtre ND variable circulaire qu'on peut tourner comme ça pour changer la densité du filtre. Je ne l'ai pas cité, mais un petit filtre polarisant pour les scènes en extérieur notamment, ça peut être vraiment pratique parce que l'effet du polarisant, ça va faire qu'il va diminuer un petit peu le contraste sur une scène extérieure, notamment en donnant des bleus plus profonds dans le ciel. Donc ça fait que votre ciel va être cramé moins facilement. Et en évitant tous les petits reflets parasites. Par exemple, si vous prenez en photo un arbre, ou si vous filmez un arbre avec des feuilles qui bougent comme ça, et qui a un fort soleil, vous allez avoir des feuilles qui scintillent. Et avec un polarisant, vous allez réduire fortement cet effet-là, et donc vous allez avoir des vraies feuilles vertes, plutôt que des choses qui vont cramer et que vous ne pourrez pas utiliser, traiter ensuite en post-production. Donc je m'égare, je répète. Première chose, le temps d'exposition à 1/50e et le filtre ND variable qu'on met par-dessus pour pouvoir rester sur ce temps d'exposition. Deuxième chose, éventuellement des bagues d'adaptation pour pouvoir adapter à tous vos objectifs. Troisième chose, une bonne prise de son avec un bon micro, parce que le micro interne de l'appareil photo c'est très limité. Et troisième ou quatrièmement, je ne sais plus où j'en suis, un profil colorimétrique qui est
très neutre et enfin même pas neutre, mais très plat, qui va vous permettre de faire ensuite beaucoup de retouches dans votre logiciel. Donc un profil type CineStyle. Voilà, je vous expliquerai toutes ces choses-là une à une dans les prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao.